Donc, bienvenue à tous pour cette deuxième table ronde intitulée « Réinventons la ville pour tous ». Donc, je vais essayer de remplacer Carlo Moreno parce que, comme vous le voyez, il a beaucoup à faire. Donc, je ne connais pas les intervenants, mais un petit peu quand même, en tout cas pour certains d'entre eux. Et donc, je ne vais pas pouvoir les présenter, mais je vais vous laisser peut-être parler chacun de ce que vous êtes et quelle est votre vision de cette ville réinventée pour tous. Peut-être, pour faire le lien avec le keynote speaker et la table ronde précédente, nous en étions arrivés à une vraie transformation dans la façon de regarder l'espace public qui, de fait, pourrait redevenir un espace de production, au sens où on pourrait y développer plusieurs activités, voire même des activités de vente, comme d'ailleurs ça se passait sans doute, enfin même certainement il n'y a pas si longtemps. Et quand même, malgré tout, c'est rappelé à nous très rapidement cette question de la voiture qui occupe beaucoup de place dans l'espace public, qui stationne et qui coûte cher et dont les gens ont besoin et qu'ils n'arrivent pas toujours à gérer. Donc, peut-être on va commencer par Cape Town. Et donc, vous allez nous dire un peu qui vous êtes et puis ce que ça vous inspire, cette petite introduction. Voilà, à vous. Oui. Microphone. How much time? You have 10 minutes because you're on the 3, so it's okay. Okay, great. 10 minutes for each of you. Thank you very much, Dominique. I'm Rashik Vattar. I'm the founder and director of Our Future Cities, which is a network comprising Future Cape Town and Future Lagos, which is in Nigeria. And we founded the organization mainly because around the 2010 FIFA World Cup, anybody watch football here? No? Nobody watch football? Ne mentez pas, all lying. France also hosted the World Cup. We just felt that there was no communication, there was no imagination around sharing the plans for the new airport, the new bus routes, the new stadiums. We had, for example, 9 designs for the stadium in Cape Town, but the public never got to see it. So the culture of sharing information, sharing plans and ideas was non-existent. It was just about getting ready for the World Cup. And we believe in democracy, not just transparency, but democracy to get anybody, whether they're in the field of architecture, planning, or design, aware of what's happening in the city. And that's where the organization started. But Cape Town in South Africa is not like any other country. We had apartheid, if many of you know about that. Our entire country and legal system was designed around the color of your skin. And just to give you some examples, we were speaking now about public space, where you could live, who you could marry, which school you went to, which public space, which bus, which park, which garden, was dependent on whether you're white, black, or which other classification of race. So our entire city plan and public spaces and schools were designed to separate people for many, many decades, and our country had 300 years of spatial violence. So when we talk about inventing a new city, we're not saying that cities start from scratch. They don't start from nothing. Our city has an immense history where you could walk, where you could teach and live and play. Things we take for granted, like going to museums, going to beaches. There were black beaches and white beaches, black buses, white buses, benches for white people, black people, mixed race people. So when we speak about a new vision for a city, we have to acknowledge the past. And things that people might take for granted in Paris or France, like civic engagement. When we had a sort of dictatorial top-down planning for 300 years, people never went to town hall meetings. They weren't allowed to. They were never asked about the ideas for where they live and how they could live. They were taken from downtown areas and were put in communities 40, 50 kilometers away. I was speaking to somebody earlier, and I was saying that 25, 30 years ago, if you think of the city center of any city, in our city center, if you were not white after 5 p.m. and you didn't carry a card saying why you were there, you were thrown into jail. So our downtowns are cleared of non-white people after a certain hour. So our work in Cape Town in South Africa is exciting, but also very difficult, because our entire societal construct was around this concept of race. And you can imagine we're just 20 years old as a country, since democracy, since Nelson Mandela won the first election. So even something like public space is very new. If you can imagine that you were never allowed to go to a downtown public space, you were never allowed to go to a concert in the evening because you were not white. So we apply similar principles to cities around the world, but we don't start from the same
the same plan and the same puzzle. So our work as Future Cape Town was a number of roles. It's to acknowledge that even the small things like letting people know about the plans, letting people who have no interest in city planning to see the visions for the city is very important. We reach out to young people, so we have about 120,000 social media followers because we believe that this is the way we can reach lots of people quickly. We can't reach 3.5 million people in our city, but through Twitter, for example, we have about 82,000 followers or 84,000. We can share information about planning and architecture and design and public spaces and housing. And whether you're interested or not, whether you work in finance or you're just a cleaner, you can read articles about that. You can find information. We have a website. We do public space installations. A lot of the time we work with companies and the government to improve public spaces, to research, to ask people what their vision is for that space. So it's a very sort of complicated but exciting space to ask many people who for the first time are taking part in these processes in our country and pursuing the goals of more equitable, inclusive, vibrant, integrated cities that actually welcome people and remind people that they have the rights to be there and that they have the rights to own the city as much as any other person does who perhaps has more money or has a different social standing. So that's a bit about the work we do. And a lot of our work in the last few years has been in this public space field to understand what's actually happening in public space. A lot of the time, cities launch design competitions to fix the space, but they don't know what the question is. They don't know what they're trying to fix. They have no data on how many people are using the space. If we talk about successful spaces, nobody's counting whether more people are using it or not, or whether females feel safe there, or whether the different agencies are working together. For example, in Cape Town, while the city is beautiful and it's a great city to be in, and our government's doing lots of work, different agencies have different goals. So there's no public space department. There's no department for innovation or experiments in public space. So you can imagine my team and myself going to the government with to take away 2 parking bays to put a public space. It's crazy. Which department? Is it transport? Is it planning? Is it city parks? Everyone freaks out. We go to them with bicycle parking plans for our promenade along the ocean, and they don't understand why the private sector is paying for it. They're confused. So a lot of what we try to do in the public space arena is try to have these different collaborations and different experiments, but often the city is not set up for it. If you're doing a project that's on the grass, that's the city parks. If you're doing it on the beach, that's sports and recreation. If you're doing it on the road or the pavement, it's transport, and then they don't want to do anything except transport. So a lot of what we do is challenge these systems and try to find new and different ways to improve public spaces, but often you need to fix both the public space, you need to fix the process of how to fix the public space, get the right question. We once came across a librarian who had a public space in front of the library and a sports hall next door, but because she was a different department, she had to send an email 2 weeks in advance to do programs with the kids in the community hall next door. So a lot of what we try to do is not just do design competitions and workshops, but try to get to what the question is and what the measure of success is for these public spaces. But that's enough from me. I'll hand over to our other panelists. Thank you very much. I think we're going to get back the conversation later. Donc, pardon. À vous, Lise Garnier. Donc, vous êtes directrice des grands projets urbains chez Bouygues et de la prospective urbaine, pardon, chez Bouygues Immobilier. Mais peut-être vous allez nous en dire plus et je vous laisse la parole pour 10 minutes. Pour 10 minutes. Bonjour à tous. Moins si vous voulez. Bonjour à tous. Donc, Bouygues Immobilier est un promoteur immobilier qui travaille essentiellement sur la France. Donc nous, dans cette réflexion sur les espaces publics, nous travaillons effectivement aujourd'hui dans une logique de grands projets. C'est-à-dire qu'on est passé dans une réflexion en tant que promoteur immobilier de l'îlot aux grands projets. Dans les grands projets, donc, nous avons effectivement toute une réflexion sur l'espace public et comment cet espace public va être partagé, va être utilisé, comment on va pouvoir, en termes d'usage, en faire bénéficier la totalité des habitants d'un quartier qu'on va retravailler en accompagnant donc les acteurs de la ville.
il y a une véritable, un constat qu'on a eu d'une manière permanente, c'est qu'aujourd'hui, on est passé donc de ce travail d'îlot, je veux dire, où on était dans un îlot fermé, à un mode plutôt de fonctionnement en termes d'usage. Donc on est dans l'usage du bâti, dans l'usage du bâtiment, que ce soit du résidentiel, du bureau ou du commerce, à un usage qui va être partagé et qui va fonctionner également sur tous les espaces publics. Donc notre logique et tout le travail que l'on peut faire, ça va être comment co-construire et comment co-concevoir un projet d'ensemble, un projet qui va s'intégrer dans une ville, un projet qui est toujours unique, parce que c'est un constat qu'on a, que l'on soit sur Bordeaux, que l'on travaille sur Bordeaux, que l'on travaille sur Paris, que l'on travaille sur Nice, les sujets, c'est que les problématiques sont toujours uniques. Donc ça va être de tricoter, de faire de l'art. On pourrait presque dire chez nous, il y en a certains qui utilisent le terme de haute couture par rapport à comment co-construire avec les intervenants de la ville, mais également avec les habitants du quartier, avec tous les usagers qui peuvent être des salariés, qui peuvent être les personnes qui se déplacent. Ça va être comment construire ce quartier et comment trouver les bons usages. Donc on est vraiment dans des... Aujourd'hui, nous, dans nos modes de fonctionnement, dans nos manières de construire la ville, ça va être vraiment un sujet qui va être extrêmement important et extrêmement présent. Ce qu'on constate, c'est qu'on est dans un monde qui change, un mode qui évolue sans cesse, un mode où aujourd'hui l'usage est plus important presque que, on pourrait presque dire, la propriété. C'est comment je vais utiliser mon logement, comment je vais utiliser mon immeuble, j'ai besoin de quoi, comment je vais travailler. Donc on a emmené de ce fait, je veux dire, on est emmené à retravailler nos modes de logement. C'est-à-dire qu'on va être, par exemple, sur des logements qui vont pouvoir répondre à différentes problématiques de colocation, de cohabitation, de pouvoir s'agrandir, de pouvoir se réduire. Offrir également aux habitants d'un immeuble de résidence des espaces qui vont être partagés, qui vont être en lien avec l'espace public. On est également dans des logiques où, dans la manière de travailler, on voit bien qu'on travaille d'une manière différente. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bureaux ouverts 24 heures sur 24. Le partage entre le privé et entre la sphère privée et la sphère professionnelle est une sphère qui aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus de frontières. Donc on va trouver, je veux dire, on va offrir en termes de lieux de travail des services. Ça va être, je veux dire, pouvoir à des startups ou à des personnes seules de venir travailler dans des espaces de coworking, mais également qui ne sont pas seulement dédiés à des services, mais qui vont être également dédiés à de la production. Donc c'est comment, dans un quartier, comment dans une ville, je vais garder une mixité de fonctions. C'est-à-dire je ne suis plus sur de la monofonction, et en tant que promoteur, on peut avoir cette logique-là, mais c'est être dans des quartiers de multifonctions sur lesquels on va avoir donc du résidentiel, avec de l'habitat mixte qui va pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de personnes, que ce soit du logement à loyer modéré ou des logements en accession libre, mais également des lieux de travail sur lesquels on va pouvoir fabriquer, sur lesquels on va pouvoir avoir du service, sur lesquels on va pouvoir également proposer des espaces de consommation pour se divertir. On est vraiment aujourd'hui dans ces logiques de multi-usage et de quartier, et comment faire pour s'intégrer dans une ville qui a déjà un certain nombre de problématiques et avec lesquelles on va pouvoir répondre à ces problématiques-là. Voilà, rapidement. Oui, merci, j'ai un petit complément. Vous ne pensez pas que c'est un peu comme réinventer la poudre ? En gros, vous nous décrivez juste une ville avec les villes anciennes, si je puis dire, et non pas les quartiers les plus récents, en tout cas les quartiers, on va dire, depuis les années 70-80. Je pense que... Et j'ai une deuxième petite... Comment vous faites pour faire de la participation alors qu'il n'y a pas les utilisateurs ? Alors, comment on fait pour faire de la participation ? Aujourd'hui, par exemple, sur Nanterre, je veux dire, on est en train de travailler sur un quartier qui est aujourd'hui, qui va reprendre des commerces, un cinéma, qui va également accueillir des logements, des bureaux. Je veux dire, on a travaillé avec la collectivité et avec les habitants qui sont autour, qui sont autour de ce quartier, de manière à leur faire appréhender quel était le projet qui allait être mis en place. On
on a organisé également des séances de co-conception et on anime tout ce qui est sur le terrain, avec des lieux d'exposition, des lieux de co-création, pour, pouvoir, tenir compte, faire connaître le projet, et deux, comprendre quelles étaient les problématiques des habitants et leur faire comprendre ce qui allait se passer au niveau du chantier. C'est-à-dire qu'ils soient en coparticipation par rapport à ce chantier qui va durer un certain nombre de temps. Donc on est vraiment dans un rapport d'usage amont, mais également, par exemple, je continue sur Bordeaux et sur le quartier de Ginkgo, où on a commencé à construire, on avait une conciergerie solidaire, on a réuni l'ensemble des habitants sur le quartier pour regarder quels étaient les besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qui existait, quels étaient leurs besoins actuels et quels étaient leurs besoins futurs, pour que justement on soit dans une logique où on était dans un système où on tenait compte de ces modifications d'usage, parce qu'on travaille dans le temps, donc les besoins qui sont identifiés à un moment donné peuvent être évolués et peuvent être différents dans le temps. Je pense qu'on est vraiment, cette notion de temporalité est une notion qui est extrêmement importante, et on a continuer à travailler avec eux sur ce type de sujet d'usage et de construire la ville. Bon, j'espère que la poudre va prendre. Merci, et on y reviendra. Alors, Albert Asseraf, donc directeur général stratégie, études et marketing du groupe Deco. On ne présente pas le groupe Deco. Vous avez inventé ou réinventé peut-être déjà le mobilier urbain. Je ne sais pas comment vous voyez ça aujourd'hui. Vous avez développé aujourd'hui des mobiliers urbains qui sont aussi autant d'objets de service. Il y a Vélib à Paris, mais il y a aussi des abribus interactifs, mais aussi d'autres sujets sur lesquels vous travaillez. Ça vous inspire quoi, vous, la réinvention de la ville pour tous ? Alors, mes chers Dominique, même si on ne présente plus JC Deco, je vais en dire quelques mots quand même pour les moins familiers de vous êtes formés, c'est normal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, vous êtes tous, à un moment ou à un autre, des usagers de la ville. Quand vous allez quitter l'hôtel de ville tout à l'heure, vous allez croiser automatiquement un certain nombre de mobiliers JC Deco qui sont là pour vous rendre la vie plus confortable, la ville plus facile, la ville plus ouverte. Et c'est vrai dans 75 pays dans le monde avec le même concept. Alors évidemment, vous avez tous à l'esprit les abris voyageurs, ou abribus, terme qui a été inventé en son temps par Jean-Claude Decaux quand il a créé cet abribus. Et c'est vrai, Dominique Alba le rappelait, la nouvelle génération des abribus parisiens, que vous avez sans doute tous pu observer, est assez différente de la génération précédente, puisque désormais les technologies viennent là encore vous proposer des services tout à fait nouveaux, qu'il s'agisse par exemple, pour 2000 d'entre eux, de pouvoir recharger son mobile directement et gratuitement. Vous avez 2000 ports USB, un par mobilier. Vous avez sur une centaine de ces abris voyageurs désormais des écrans digitaux tactiles de contenu qui vous donnent accès gratuitement à tous, donc à des applications sur la culture, sur les loisirs, sur la mobilité, choisies en partenariat, ces applications avec la mairie de Paris, grâce à des concours de start-up qui innovent elles-mêmes dans leur propre vision de la ville et dans les services que ces start-up peuvent vous apporter. Donc nous sommes, nous, le relais de ces nouveaux services sous les mobiliers urbains que sont les abribus. Je pourrais aussi mentionner le fait que les malvoyants, les non-voyants, aujourd'hui ont accès au temps d'attente du bus, comme nous tous, avec un système sonore qui leur permet d'avoir la même information que celle que nous avons nous-mêmes. Mais on peut aussi parler des kiosques à journaux qu'il faut réinventer, parce que le kiosque d'une autre époque ne permet plus de se limiter à la vente de la presse, parce que vous savez tous que malheureusement la vente au numéro en presse est en chute vertigineuse. Et donc il faut inventer la nouvelle fonction du kiosque. Et par exemple, nous testons sur le kiosque de Saint-Paul une conciergerie de quartier en partenariat avec Lulu dans ma rue, que vous connaissez peut-être, cette association qui permet à des gens en difficulté de proposer leur travail, que ce soit du bricolage, une aide au déménagement, fabriquer un hamac pour chat, enfin bon, on peut tout imaginer, et puis des habitants de quartier qui n'ont pas toujours les moyens de s'adresser à des entreprises d'envergure pour faire des petits boulots ou aller chercher leurs courses parce qu'une dame âgée ne peut plus monter les 5 étages.
Et donc nous, on pense que la ville de demain va être en effet cette ville qui permet d'inclure le plus grand nombre. Et depuis l'origine, nous avons toujours conçu, partout dans le monde, nos mobiliers comme s'adressant à tous. Prenons là encore l'exemple que vous mentionniez, Dominique, les vélos en libre service, c'est quand même 120 à 130 000 personnes, tous les jours, uniquement pour Paris, qui vont utiliser Vélib. Et pour ceux ici qui en sont les utilisateurs, ça vous a changé d'une certaine manière la manière de vous déplacer à Paris. Ça ne remplace pas, c'est un complément extrêmement important à la mobilité parisienne. Et de la même manière, aujourd'hui, ces vélos en libre service sont disponibles dans 13 pays dans le monde. Donc voilà, notre vision de la ville de demain, elle est d'offrir ces services à la fois physiques et numériques au plus grand nombre, toujours gratuitement. Alors avec un modèle qui est celui que vous connaissez, le financement par la publicité, il est vrai partout, il a un avantage, c'est qu'il permet d'offrir aux villes tous ces services au bénéfice des citoyens que vous êtes. Merci. Donc, moi, pardon, on va vous l'applaudir, c'est vrai, on ne l'a pas applaudi, vous avez raison. Quand je vous entends tous les trois, puis que je fais référence à la table ronde précédente, qui a conclu sur une intervention de Medellín, dont tout le monde connaît la bascule qui s'est opérée grâce à un aménagement cohérent, je dirais, ou poussé à l'extrême entre ce que peut apporter un réseau de transport et puis des interventions de chacun, et où l'architecte présent expliquait que tout ça venait d'une histoire très ancienne et qu'ils avaient pu, comme ça, je dirais, répondre et offrir une ville pour tous en mettant en place le cable car avec au pied de chaque pylône un espace public coproduit et parfois co-réalisé avec les habitants. C'est parce qu'ils avaient développé un système de participation très très puissant depuis de nombreuses années et qu'en fait chaque quartier avait fait, ils avaient appelé ça Participatory Plan System. Et donc peut-être j'aimerais bien que sur Cape Town, et puis chacun d'entre vous, peut-être vous puissiez réagir là-dessus, parce que malgré tout, vous avez en tout cas pour Bouygues et pour Deco des modèles économiques, et que cet échange, je dirais, public-privé, puisque c'est aussi ça, la ville pour tous, c'est comment chacun contribue et qu'il n'y a pas juste des juxtapositions d'intervention, trouve sa place dans ce système aujourd'hui qui est très particulier, puisqu'en fin de compte, chaque chose doit servir à autre chose, chaque compétence doit initier ou enrichir d'autres compétences, chaque mètre carré doit avoir au moins 3 usages, et chaque objet doit pouvoir être détourné de sa fonction. C'est à peu près ça, le schéma aujourd'hui. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Et donc, comment vous voyez les choses? Et peut-être à vous la première prise de parole. Et ensuite, ce sera évidemment à la salle de poser ces questions. Well, I think the first thing is we have to, as you mentioned, the multiple uses, the using every square meter differently. The first thing that we believe is that when it comes to public space and infrastructure and services, we need to get beyond this public-private divide around who does what and why they do it, because that's a barrier. At Future Cape Town, we believe that everybody should contribute to the performance and the success of public space. Yes, there are private companies that take over space and make them private or exclusive, but to make better public space, given the budgets that of governments which are constrained, given the fact that in many cities in Africa the population is growing so quickly, we actually need public, private, and citizens contributing. So the private sector can contribute. We work with property developers in Cape Town who transform public parks. And we stand between them and government, and we say, what do you want to do? Why are you doing it? We ask the tough questions, and we find a good middle ground where, let's say, the government puts in the lighting and the basic infrastructure of an existing park that's owned by the public. We get the developer to pay for, let's say, new play equipment, new surfaces, to reduce the height of the fence. So I think we need to find these new models going forward in our future cities where perhaps we map out all our public space and infrastructure and we say, instead of this is owned by the government must provide it, fix it, maintain it. Here are all opportunities, and as was already mentioned, a bus stop becomes a place for a blind person to get information, a public park becomes a place for every sector to contribute towards its sustainability and its maintenance. We also form things like Friends of the Park and Friends of the Square, because ultimately we have to remind people that the public
should use these spaces, but can also organize around what to do with these spaces. So I think that's the first thing, is to sort of, a lot of the media has been around the privatization of space. We need to understand that what is the citizenization of space, what is the role of government funding these spaces, and government funding alone doesn't fix the space. Often the government funding is directed in the wrong problem with regards to the space. Again, in Cape Town, we don't start from this sort of clean slate, so we have to think about a number of issues that are social. As an example, if somebody's living 40 kilometers away from a public square, it's very important to improve the parks and public spaces in their neighborhood. But if it takes them 2 hours to get to the square downtown, to get to their job, for example, and 2 hours back home, that square downtown becomes their public space. And so it might be in a very wealthy neighborhood, but the schools, certain kids travel 2 hours a day to get to school. The school's not necessarily in their neighborhood, so that square, that library, that public infrastructure, if we get everybody to contribute towards it, it actually dramatically improves someone's quality of life, not just because they live in a particular neighborhood, but because they work there, because they go to school there. So I think those are the two things, just sort of collapsing that divide and saying this is our city, it's for all sectors to contribute, to fund, to maintain. You can imagine in certain cities, are young people allowed to come up with ideas? Could they come to the city and say, I'd like to do an art installation? Can you imagine the bureaucracy if someone wanted to do a 3-day pop-up in a big square? They'd say, oh, well, there's all sorts of security and compliance and bureaucracy. So we need to ask ourselves questions, what are we all doing to really produce alternative ways of improving public space and not just relying on one party to fund and to run the whole process? Thank you. And Lise, sur le même sujet, parce que c'est effectivement pas simple, comme on peut le voir, comment on fait et qui décide? Je pense que le sujet, c'est vraiment, en tout cas nous, ce que l'on voit, c'est vraiment de travailler avec tous les intervenants à la construction d'une ville, que ce soit les collectivités, mais également les habitants, les associations. En tout cas, quand on travaille sur un projet, il est certain qu'on va aller travailler avec les associations pour identifier comment ils vont utiliser les espaces qu'on met à leur disposition. Un espace n'est pas seulement un espace avec une destination unique, vous disiez tout à fait, Dominique, c'est vraiment, le sujet, c'est de regarder cet espace-là que l'on va mettre à disposition, que ce soit dans un espace bâti ou un espace qu'on va construire au milieu d'un espace qu'on va être emmené, nous, à remettre après à la collectivité, c'est quel va être son usage. Donc, c'est lui donner toute la capacité à s'adapter, à évoluer, à pouvoir accueillir toutes les fonctions qui seront nécessaires pour faire vivre une ville. Je veux dire, on est aussi dans les logiques où quand on va travailler sur une conception de quartier, c'est quelles vont être les mutualisations que l'on va pouvoir mettre en place, que ce soit par exemple sur des parkings, mais qu'est-ce qu'on va offrir à côté d'un parking. C'est vraiment tous ces éléments-là, je pense, qui sont importants lorsqu'on parle d'espace public et d'usage, qui vont être différents dans le temps, mais aussi sur un lieu donné. Donc ce travail-là, effectivement, il se fait impérativement avec les habitants, avec les gens qui les représentent, et c'est un dialogue permanent, c'est un dialogue amont, c'est un dialogue pendant la réalisation, mais c'est également après. Et c'est là de l'importance aussi quand on réfléchit sur la connexion qu'on peut mettre en place pour diffuser de l'information, partager de l'information permanente, de manière à pouvoir donner les moyens aux personnes qui habitent d'être dans une logique d'interaction avec notamment les collectivités. Merci. Donc l'habitant devient l'expert. Et alors, Albert, si vous étiez Jean-Claude Decaux aujourd'hui, vous inventeriez quoi? Mais nous sommes en fait, chez JC Decaux collectivement, Jean-Claude Decaux, nous sommes 12 000 à l'être dans le monde. Et qu'est-ce qu'on apporte? Moi, ce que je trouve intéressant dans une partie de votre question, Dominique, c'est le fait d'avoir une ville d'ensemble qui soit cohérente. C'est-à-dire que vous parliez de superposition des services, parfois sans relation entre eux. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le rythme de l'innovation est tel qu'on s'impose désormais sur un certain nombre de partenariats, un public-privé, de travailler avec les entreprises qui sont les plus compétentes dans un domaine donné sans pour autant tout intégrer. Prenons un exemple, le Wi-Fi des Champs-Élysées que nous offrons désormais gratuitement
à l'ensemble des personnes qui fréquentent les Champs-Élysées, soit quand même 100 millions de visiteurs par an. Désormais, vous avez tous, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le très haut débit gratuit sur tous les Champs-Élysées. Mais pour cela, il faut s'associer à des partenaires en termes d'infrastructure, en termes de qualité de navigation. Et donc, moi, j'ai la conviction que demain, la ville sera construite avec des partenaires multiples qui devront travailler ensemble. Chacun travaillant de son côté ne me paraît plus possible pour le futur. Et je regardais rapidement le document qui a été publié à l'occasion de ce forum, qui mentionne plus de 40 propositions pour une ville plus inclusive. Et si on regarde les thèmes les uns avec les autres, on s'aperçoit qu'il y en a sur lesquels nous, on peut intervenir. La mobilité, les services de base, la culture, et d'autres pour lesquels on se dit on serait plus fort si on y va en équipe. Un exemple, et un exemple seulement pour conclure. Quand on avait testé les premiers e-village à Paris, donc ces écrans tactiles, avec des applications, il y avait une application d'offre d'emploi. Comment favoriser finalement l'emploi de proximité dans une ville avec une application simple, gratuite? Il a fallu un partenaire pour ça qui nous mettait à disposition toutes les offres de quartier. Et il suffisait pour chacun de se connecter sous son abri voyageur, gratuitement à l'application, et d'observer tout ce qui était disponible comme offre d'emploi immédiatement dans son environnement. Et donc moi je crois beaucoup à ces partenariats publics-privés pour construire ensemble une ville beaucoup plus cohérente. Merci. Il y en a même qui vont plus loin, puisque Ville pour tous, lui, travaille en réunissant d'une part des offres sur les territoires et des envies de famille pour arriver à faire un produit logement qui n'ait pas besoin de commercialisateurs et de portage financier, donc de sortir des logements 20% moins chers. Et puis, il y a un jeune homme récemment qui a monté une start-up pour faciliter justement les recherches d'emploi, pareil, en associant. Mais c'est vrai que tout ça va très vite. Et moi, je me souviens de la première borne d'accès Wi-Fi libre à Paris, puisque j'ai eu le plaisir de l'installer devant le pavillon de l'Arsenal, grâce à Deco. Puisque c'était le souhait de Bertrand Delanoë à l'époque, ça n'existait pas, le Wi-Fi n'existait pas en accès libre, donc c'était il y a très peu de temps, et nous avons installé une borne devant la porte du pavillon, dont nous avons payé l'accès, Deco nous a mis la borne, et on a fait, comme il fait de manière magnifique, l'entretien. Et donc après, jour et nuit, nous avions en permanence des jeunes gens du monde entier, avec des sacs à dos immenses, qui s'installaient là et qui venaient faire leur mail, parler, discuter. Il n'y avait pas Skype encore, mais c'était il y a 13 ans. Donc c'était il y a très peu de temps, en fait. Et en même temps, c'est une éternité. Donc je crois que ça, ce sont des choses qui changent profondément le rapport à la ville et nos capacités à faire des choses ensemble. Et je pense que si on n'avait pas ces outils, on n'imaginerait peut-être pas faire les choses ensemble. Alors après, ça veut dire que chacun perd une part de son pouvoir qu'il doit le partager avec d'autres. Donc ça fait partie des choses compliquées quand on est des experts, mais c'est des choses que les habitants comprennent très bien, puisqu'au travers de vos différentes expressions, on a bien vu que c'était l'habitant qui maintenant, quelque part, fixait la cadence, ou en tout cas intervenait dans la règle du jeu. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je sais que tout à l'heure, j'en ai frustré beaucoup, mais là, nous avons beaucoup moins d'intervenants, donc j'en vois un au fond, là-bas. Je vais vous donner la parole. Alors, des questions assez courtes, si possible. Bonjour, Benoît Beroux, Société Mobiped, de conseil en mobilité durable pour tous. Mobilité durable pour tous dans le sens où je considère l'accessibilité comme un outil au service de la mobilité et de la ville pour tous, et accessibilité au sens des personnes à mobilité réduite. Monsieur Acera, vous avez cité la possibilité pour les non-voyants d'avoir une information sur vos abribus. Dans le processus d'innovation de JC-Deco, quelle est votre démarche de concertation avec les associations de handicap? Peut-être qu'on peut prendre 2-3 questions et puis selon les questions, vous répondrez collectivement, si ça vous va. Je vous en prie, allez-y. Hugues Pouillet, donc je travaille aux cours municipaux d'adultes de la mairie de Paris, et donc je m'adresse aux représentants de Deco et de Bouygues pour savoir quelle place prend aujourd'hui l'éco-conception et l'éco-construction de leur programme à l'échelle de Paris Métropole. Oui, Esther Dubois, je travaille au Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, et donc sur un projet qui s'appelle Territoire apprenant tout au long de la vie. Donc je me pose la question de savoir en quoi ces démarches sur l'espace public
que moi j'ai pu appeler dans mon temps l'espace Vière, qui normalement l'espace Vière est un espace partagé par tous, à l'origine de son mot. En quoi ces démarches permettent à chacun d'entre nous d'apprendre tout au long de la vie pour continuer justement à être, à savoir être et à savoir faire? Merci. Est-ce qu'il y en a encore une? Voilà. Excusez-moi, elle est là. Voilà. Ça y est, c'est ouvert. Devant parler. D'accord. Merci. Merci. Bonjour. Marion Guillet, Mission Ville Intelligente et Durable de la Ville de Paris. On parlait d'objets multi-usages. Je me demandais, quid de l'usage de la télécommande universelle. Donc c'est cette télécommande qui permet notamment d'utiliser les feux sonorisés pour les non-voyants, pour pouvoir interagir aussi avec ces abribus qui proposent des boutons, mais qui malheureusement ne fait pas usage de cette télécommande. Et puis par ailleurs, toujours, j'essaie de désolé. Est-ce que dans l'innovation, vous travaillez également avec des acteurs collaboratifs, etc., notamment pour tout ce qui est objets digitalisés, les écrans, etc. Je sais qu'il y avait une réunion il y a plusieurs mois à la ville de Paris sur le sujet où on avait cité des petits exemples qui existaient pour permettre notamment à nos voyants d'utiliser des services numériques accessibles. Et je voulais savoir si vous aviez... si JC2Co travaillait à ce sujet. Merci. Merci. Donc, Albert, vous êtes devenu JC2Co, ça y est. Donc à vous, puis peut-être après Lise sur la question de l'éco-conception, et puis vous-même sur comment tout ça nous aide, Cape Town. Bon, je vais essayer de dire quelques mots, en effet, sur chacun des sujets. Alors, pour répondre à monsieur d'abord, en effet, nous sommes imposés une règle depuis de nombreuses années désormais, c'est chaque fois que nous concevons un mobilier, nous nous adressons aux associations de référence. Alors, pour les abribus, en l'occurrence, on a travaillé avec l'Institut de la Vision. Nous avons beaucoup avancé avec l'Association des paralysés de France pour essayer de comprendre, quand on est en fauteuil roulant, comment on accède à un abribus, quels sont les obstacles, pour essayer d'améliorer, dans la limite de ce que l'on peut faire, évidemment, l'accès de nos mobiliers à toutes les populations. Je reviens encore à l'exemple de l'écran e-Village. Il a été conçu de telle manière que des personnes en fauteuil roulant puissent accéder exactement au même niveau d'information que les personnes valides. Si vous regardez aujourd'hui les mobiliers urbains qui ont des plans de ville, et ils sont 400 à Paris de mémoire, sur 400 d'entre eux, vous avez un petit bouton tactile qui permet de faire descendre le plan à la hauteur du regard de chacun d'entre nous, parce que parfois la rue que vous cherchez est beaucoup trop haute, et si vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez pas voir l'information. Et donc, dès lors que l'on conçoit ces mobiliers, nous nous adressons aux associations pour essayer de parfaitement comprendre, de leur point de vue, ce que nous devons améliorer. Alors sur la partie peut-être environnementale, je voulais juste dire un mot, ou un chiffre en l'occurrence. La nouvelle génération d'abribus que vous connaissez désormais consomme près de 50% d'énergie en moins au regard de la génération précédente. Donc le saut a été considérable grâce à nos ingénieurs. Et donc, évidemment, nous travaillons au quotidien à l'amélioration de ces aspects écologiques. Je crois que madame posait une question sur comment on peut avoir un apprentissage pour tous, tout le temps. Il y a un autre support qu'on offre à tous les Parisiens, à tous les visiteurs, c'est l'histoire de la cité. Alors c'est très modeste, là encore c'est à notre échelle, mais devant de nombreux je dirais monuments remarquables ou hôtels particuliers, vous avez un support en fonte qui vous donne l'explication historique faite par des historiens de ce lieu remarquable. Tout ça, c'est JC2Co avec la ville de Paris et avec de nombreuses autres villes dans le monde qui l'a mis en place pour donner l'histoire et la culture au plus grand nombre. Alors sur la télécommande universelle, mademoiselle, je ne connais pas précisément ce sujet, mais je vous promets qu'à l'issue de cette table ronde, je me dirigerai immédiatement vers vous pour essayer de comprendre et de savoir comment on peut avancer sur le sujet.
Et enfin, sur quel écosystème de l'innovation, ben voilà, nous avons, nous, essayé d'avoir la vision la plus large de l'innovation, avec un écosystème autour des startups, le fait d'avoir un incubateur en commun avec la ville de Paris. Voilà, nous multiplions les initiatives pour essayer de faire en sorte que la très grande innovation qu'il y a en France reste en France au bénéfice d'entreprises françaises et aussi de l'emploi et de la croissance en France. Donc voilà, on est très actifs sur ces sujets, mais c'est dur en quelques secondes de répondre précisément. Merci. Lise, sur l'éco-conception. Éco-conception, éco-construction. Hein. Éco-conception, éco-construction. Effectivement, lorsqu'on travaille sur les bâtiments, on va avoir un enjeu de bâtiments, on va dire, bioclimatiques. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est récurrent, que ce soit sur les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux, les bâtiments de bureaux. Donc, on va y avoir tout un travail, effectivement, sur tout ce qui va être, par exemple, la recherche d'éclairage naturel au maximum sur l'ensemble de ces bâtiments. Tout ça, ça va permettre effectivement de réduire notamment tout ce qui est la consommation d'énergie. On va regarder tout ce qui est en parallèle, tout ce qui va être également les apports solaires. On va être également dans tout ce qui peut être les recours aux énergies naturelles, que ce soit en travaillant sur des bases de géothermie, que ce soit, je veux dire, en travaillant sur tout ce qui va permettre aujourd'hui, en termes d'éco-conception, effectivement, de diminuer tous les besoins, toutes les limitations que l'on peut trouver en CO2. Concernant, je veux dire, il y a un autre sujet sur lequel, en tout cas, nous, on travaille beaucoup et sur lequel on a un certain nombre d'expériences qu'on commence à développer. C'est notamment dans le cadre de la réutilisation des matériaux. Par exemple, sur des opérations à Toulon, ça a été démolition d'un hôpital et réutilisation dans le cadre de remblais ou de voirie d'un certain nombre de matériaux. Une opération actuellement à Bagneux où on va entamer une opération de déconstruction, où on a travaillé avec des associations ou avec les entreprises, type Placoplâtre, type Saint-Gobain, pour regarder, en identifiant la totalité des matériaux, comment on pouvait réutiliser, comment ces matériaux pouvaient être réutilisés. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est effectivement sur place, c'est comment pouvoir réutiliser les matériaux qui sont à un endroit sans les bouger et les réutiliser sur place. C'est un enjeu sur lequel on continue à travailler, mais il y a vraiment effectivement deux sujets. C'est le réemploi de ce qui existe sur un bâtiment, mais également après comment on conçoit des bâtiments qui vont être vraiment économes en énergie en regardant tous les éléments qui vont permettre, que ce soit en termes d'enveloppe, en termes, je vous le disais, d'éclairage naturel, etc., sur lesquels on va travailler et sur lesquels on travaille d'une manière constante. Merci. D'ailleurs, le pavillon circulaire, qui n'a de circulaire que le nom parce qu'il a été réalisé avec des matériaux recyclés, c'est celui qui est sur le parvis de l'Hôtel de Ville, je pense que vous le connaissez. Oui. Et il y avait cette exposition magnifique au pavillon de l'Arsenal avec l'ouvrage qui l'accompagne, qui s'appelle Matière grise, qui pose très clairement les enjeux en matière de recyclage. Alors peut-être à la fois pour répondre aussi à comment on est accompagné par tout ça, et pour conclure, puisque c'est notre invité le plus lointain, on dirait, qui défend une cause assez différente peut-être de celle qu'on a, en tout cas dans nos vies parisiennes. Donc, Monsieur Rachid Fattar, vous pouvez simplement à la fois répondre à quelques-unes des expressions et en même temps donner un peu votre point de vue final pour clore cette table ronde. Ça marche. Go ahead, please. Great. I think the two panelists have more than adequately covered some of the questions, but just two things to add in terms of eco-design. When we look at constructing and designing public spaces, I think in addition to what they've said, just keep it local. There's no use in getting the best recycled rubber material that needs to fly in 12,000 miles. When we do public space projects, we use wood that is sourced from within the city. We use the florist from across the road to put the planting in. We use the local designer to construct it. We use a local architecture company that's nearby. So we can do many, many things. We can get the best play equipment and from all sorts of countries around the world. But firstly, keep it local. What do you have there? Can it be made locally? So that's the first thing, and just reduce your carbon impact of whatever you're doing. So you could have the best equipment, but it could come from very far away. And then secondly, as Lisa mentioned, the reuse and the recycling of what's there already. For example, in many public spaces, there might be old swings and old equipment.
The city government often will repurpose them and take them to disadvantaged communities or vice versa, so they can be fixed and they can move on. We worked on a parklet, which is a space occupying 2 parking bays, and for 1 year it was in one neighborhood. We pick it up, we dismantle it, and now for the next 6 months it'll be in a completely different part of the city. So that's just a way of reusing and recycling. And just in conclusion, I think it's really just a call to action to young people to start to play a more proactive role in public space rather than waiting for the government simply to fund and design. Start crowdfunding, start speaking to companies, start engaging them on what your ideas are, how to improve what they're already doing, start competitions with public, with private, with developers, and take a more proactive role in imagining and implementing the public space that you would want going forward in this new city for all. Thank you. Merci à tous. Bravo. Et pour cet appel à investir chacun de là où on est la ville, dans toutes ses composantes.